Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et ce sont les plus grands pirates de tous les temps qui ont retenu aujourd'hui votre attention. Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Fatima, bonjour à tous. En effet, les frères Barberousse ont longtemps fait régner la terreur en Méditerranée. Mais vous allez voir qu'ils n'ont pas été seulement des pirates, ils sont devenus des hommes d'État. Alors que les révolutions au Maghreb et au Machrek font l'actualité, il m'a paru intéressant de revenir sur une des pages les plus colorées de l'histoire de l'Afrique du Nord. Alors, vous pouvez poser vos questions, vous le savez, sur le site internet d'Europe 1, europe1.fr, mais aussi sur la page Facebook de l'émission, une émission qui s'appelle Au cœur de l'histoire. – 13h30, 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. « 1492, vous la connaissez cette date, c'est la plus importante de l'histoire du monde hispanique. Dans la péninsule elle-même, c'est la chute de Grenade qui achève la reconquête après 8 siècles d'occupation arabe. Et puis de l'autre côté de l'océan, bien entendu, c'est la découverte par Christophe Colomb, au nom de la couronne d'Espagne, d'un continent qu'il pense être le continent indien et qui va se révéler être l'Amérique. Alors, la reine Isabelle d'Espagne meurt 8 ans plus tard, en 1504, et son testament invite ses successeurs à pousser la reconquête jusqu'en Afrique du Nord, puisqu'on a réussi, dit-elle, pense-t-elle, puisque les armées chrétiennes ont réussi à repousser les Arabes jusqu'en Afrique du Nord, il faut continuer sur cette lancée et entrer jusque dans ces petits royaumes barbaresques, comme on les appelle à l'époque. Elle aurait aimé finalement conquérir elle-même ces royaumes et convertir tout ce monde-là au christianisme. C'est un vœu que le primat des Espagnes, le cardinal Jiménez, a bien l'intention d'exaucer. D'autant plus que dès 1505, des pirates venus de Mers el-Kébir attaquent Alicante et Malaga. Pour les Espagnols, c'est le prétexte d'une expédition. On arme tout de suite une flotte qui ne tarde pas à reprendre Mers el-Kébir, à y débarquer des troupes qui vont prendre Oran dès le printemps 1509. Et dans la foulée, Alger est placé sous contrôle, Tripoli sera bientôt occupée. C'est finalement toute cette côte d'Afrique du Nord qui se hérisse de forts espagnols. Mais bien la côte, on entre très peu, les Espagnols n'entrent pas dans les terres. Les ports sont obligés de refuser leur accès aux pirates, évidemment. Bref, les barbaresques sont tenus en respect. Seulement, ne nous y trompons pas, ces bastions sont fragiles. Ils sont mal ravitaillés, ils sont pas très bien défendus. Je vous ai dit que la conquête espagnole est en route. Les Espagnols, en fait, ont d'autres chats à fouetter. Ils sont en Amérique pour le moment, alors les barbaresques. Les musulmans en sont conscients, bien entendu, et notamment le gouverneur de Béjaïa qui cherche ardemment des soutiens, notamment du côté de la Tunisie. La Tunisie, à l'époque, on l'appelle l'Ifriqiya. Il va faire appel, ce gouverneur, notamment à un pirate à la réputation terrible, réputation sanguinaire, Harouj Barbarossa. D'où sortait ce Barbarossa? Eh bien, de l'île de Mytilène, Lesbos, si vous préférez, dans la mer Égée, où son père était artisan, potier ou pêcheur. Les avis divergent, peut-être était-il les deux. Il était originaire de Turquie, nous reviendrons sur tout ça tout à l'heure. Ce bonhomme donc avait eu 4 fils et tous se sont lancés dans ce qu'on appelle la course. La course, c'est-à-dire la piraterie. Au cours d'une razzia en mer, les 2 aînés vont tomber sur plus fort qu'eux, ce qui fait que Elias, l'aîné, est tué et Harouj, le plus malin des 4, se laisse capturer. Il va se retrouver enchaîné sur une galère, puis vendu comme esclave, racheté par un Turc qu'il renvoie à sa condition de galérien. C'est un gamin endurant, costaud, à la barbe et aux cheveux roux, d'où son surnom de Barbarossa, la barbe rousse. Il s'évade, Harouj. Il s'affirme comme pirate avec ses 2 autres frères et en peu de temps, il se retrouve à la tête de toute une petite flottille pirate. Ils ont quand même 10 galiotes sous leurs ordres et ils attaquent tous les convois chrétiens qui passent à proximité.
Il finit par entrer au service du sultan de Tunis et ses navires, moyennant un impôt, une dîme si vous voulez, ont désormais la Goulette comme port d'attache. La Goulette, c'est le port de Tunis, évidemment. Avec leur plateforme avant totalement surbaissée, leur immense voile unique, ce sont des galères infiniment plus légères, plus maniables que les grosses galères chrétiennes. Le chef pirate se sent pousser des ailes. Il s'attaque bientôt à une escadre du pape qui lui vaut une précieuse cargaison avec 200 esclaves, dont certains hommes d'église du reste, et lui vaut surtout la faveur des braves gens de Tunis. Il est surnommé Baba Harouj, le père Harouj, nous l'appellerons nous Barberousse. Lorsqu'il ose dépouiller un grand galion napolitain, là, sa notoriété dépasse la côte africaine et s'étend bientôt à la Méditerranée. Barberousse est devenu assez fort pour négocier son écho avec le sultan de Tunis. Et comme d'ailleurs il n'arrive pas à se mettre d'accord, eh bien, il décide d'installer sa petite flotte dans l'île de Djerba, plus au sud. Il a maintenant une bonne douzaine de galiotes armées jusqu'aux dents. Ses deux frères, Ishak et Khaireddin, le secondent de leur mieux. On les reconnaît de loin parce qu'ils sont tous trois roux. Ils ont les cheveux, la barbe roux comme du cuivre. Tous trois commandent à un bon millier de forbans quand le gouverneur de Béjaïa, nous y revoilà. Béjaïa, c'est bougie, c'est comme ça qu'on l'appelait en Europe. Abderrahman fait appel à leur service. On est à ce moment-là à l'été 1512. Les 12 galiotes de Barberousse se présentent devant Béjaïa. Elles sont chargées de mercenaires turcs et arabes. De son côté, le gouverneur dispose d'environ 3000 berbères des montagnes. Dans ces conditions, l'assaut contre le fort espagnol s'annonce gagné d'avance, pensez-vous ? Eh bien non, pas du tout. Non seulement les Espagnols tiennent bon, mais ils font de grosses saignées dans les rangs des frères Barberousse. Et au cours d'un assaut, on entend Barberousse qui soudain hurle de douleur. Un boulet de canon vient de lui emporter le bras gauche. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Jusqu'à 14h30, au cœur de l'histoire sur Europe 1, Franck Ferrand et la suite de l'histoire des frères Barberousse. Alors, il y en a un des frères, Harouj, qui est vraiment mal. Il vient de se faire emporter le bras gauche par un boulet de canon. Il est soigné par un médecin turc, tandis que son frère Khaireddin, ça s'écrit Khaireddin, j'essaie de le dire de mon mieux, va ramener tout son petit monde à la Goulette. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, ce dernier va se faire attaquer par une flotte génoise sous les ordres du grand Andrea Doria, ce qui fait que le capitaine, avec le peu qui lui reste de fidèles, se replie à Djerba où Harouj finira par le rejoindre. 2 ans plus tard, en 1514, nouvelle expédition sur Béjaïa. De nouveau, les Espagnols résistent. Il y a là 3 assauts qui vont se solder de nouveau par 3 échecs. Et au moment de lancer le 4e assaut, Harouj Barberousse est averti qu'on vient de voir se profiler à l'horizon les bâtiments. Et quand je dis les bâtiments, c'est toute une population de bateaux. C'est la flotte espagnole qui arrive. Quoi faire ? Harouj, c'est le cas de le dire, brûle ses vaisseaux. Il met le feu à ses propres embarcations de crainte qu'elles ne tombent aux mains des chrétiens. Et puisqu'il se retrouve du coup en position d'infériorité très nette, eh bien il décide à la tête de ses hommes de disparaître dans les montagnes. On le retrouvera quelques 80 km plus à l'ouest, au petit port de Djidjeli, où en prenant le contrôle de l'arrière-pays kabyle, il aura le temps de reconstituer une petite flotte. Nous sommes maintenant en 1515. C'est à ce moment que Barberousse reçoit un envoyé du sultan d'Alger. En effet, ce sultan, qui s'appelle Estami, qui est fatigué de se trouver lui aussi tenu en respect comme ça par les bastions espagnols, a décidé de faire appel aux pirates, aux Barberousse, aux 3 frères. Et il reçoit donc, Harouj reçoit le messager, il se rend lui-même chez le sultan, qui le fête, qui le cajole. Un pirate reste néanmoins un pirate et ces hommes, parce qu'ils n'ont pas mieux à se mettre sous la dent, vont faire des dégâts dans la population algéroise. Disons-le sans embâge, les relations entre le sultan et son hôte de marque vont se dégrader vraiment très vite. Ce qui fait qu'un beau jour, le pirate surprend le sultan dans son bain et l'étrangle. C'est un coup d'État, un peu rapide mais réel. Le jour même, Barberousse se fait annoncer dans les rues d'Alger par un héros qui marche devant lui et qui crie à la foule « Vive Harouj, l'invincible roi d'Alger, choisi par Allah pour régir les fidèles et chasser les chrétiens. Malheur à la tête qui ne se courbera pas devant lui. » Évidemment, les gros bonnets algérois commencent à gronder, mais très discrètement.
Barberousse ne tardera pas à chausser, si j'ose dire, les babouches du sultan. Il institue un gouvernement, il reçoit les ambassadeurs, il fait battre monnaie et à toutes fins utiles, il fait mettre la Casbah en situation de défense. Le pirate est passé maître en artillerie. Un complot qui réunit bizarrement quelques notables et des militaires espagnols étourdis à ce moment-là contre le maître d'Alger. Mais cet homme reste un pirate, je vous l'ai dit. Il a placé partout des hommes à lui. Le complot est éventé. Les conspirateurs sont arrêtés dans une mosquée où ils se réunissaient. Ils sont exécutés avec des raffinements de cruauté. S'en sera fini désormais de toute velléité d'opposition. On peut dire qu'à partir de maintenant, les frères Barberousse sont bel et bien les maîtres d'Alger. Lost of Paradise sur Europe 1. Vous l'avez reconnu, thème de 1492, le film de Ridley Scott composé par Vangelis. Alors vous comprenez bien que les Espagnols ne peuvent pas sérieusement laisser des pirates leur tenir la dragée haute au Maghreb. À Tolède, le cardinal Jiménez ne décolère pas. Il monte en hâte une expédition et le 30 septembre 1516, on voit 35 bâtiments de guerre espagnols mouillés devant Alger et débarquer sur la plage de Bab el-Oued quelques 3000 fantassins surarmés. C'est l'épisode bien connu, vous savez, de cette tempête qui se lève juste à point nommé pour Barberousse et qui va obliger les Espagnols à rembarquer, du moins ce qu'ils peuvent, car Harouj et ses frères ont aussitôt lancé une contre-attaque. Ils capturent énormément de chrétiens dont les plus vigoureux vont se retrouver sur le marché aux esclaves d'Alger. Les autres sont tués, bien entendu. Ce coup de force manqué des Espagnols va permettre à Harouj de réaliser qu'il ne peut se contenter d'une position statique. Il faut qu'il continue sa propre conquête, si vous voulez. Alors, il laisse son frère Khaireddin à Alger et il va se lancer dans une politique d'annexion très ambitieuse. La plaine de la Mitidja, Ténès, Tlemcen tombent comme par magie dans l'escarcelle de celui qui se présente à leur porte en véritable libérateur. C'est bientôt ce qui, par la suite, va devenir le département puis l'État d'Algérie, qui se trouve comme ça unifié sous l'égide du pirate roux et manchot. Il conclut dès lors un pacte avec le roi de Fès au Maroc, ce qui fait que Barberousse maintenant est parvenu à encercler très dangereusement les garnisons espagnoles d'Oran et de Merz-el-Kébir notamment. C'est alors que le tout jeune roi Charles, celui qui dans quelques semaines va devenir l'empereur Charles Quint, entre à son tour dans la partie. Il confie 10 000 hommes au marquis de Comares, charge à lui de reconquérir la Barbarossie, si j'ose dire. Les Espagnols débarquent au début de l'année 1518. Ils gagnent tout de suite Tlemcen à marche forcée. Tlemcen, où la population, excédée par le joug tyrannique des frères Barberousse, leur fait plutôt bon accueil. L'affrontement à ce moment-là est terrible. Il va coûter la vie à Ishak, le plus jeune frère d'Harouj. Celui-ci parvient à s'enfuir de nuit par un souterrain. Il abandonne la citadelle en feu. Harouj, à ce moment-là, a eu le temps de réunir le gros de ses richesses et de faire suivre des coffres de joyaux, d'or, d'orfèvrerie, etc. Alors il a une idée. Pour retarder ses poursuivants, il décide de semer peu à peu des trésors derrière lui. Il ne lui est pas venu à l'idée que tout le monde n'est peut-être pas aussi cupide que lui-même et ses frères, et de fait, les Espagnols de Comares ne se laissent pas ralentir par les leurs de Barberousse. Ils le rejoignent près du Rio Salado, où le pirate, maître d'Alger, oppose une espèce de résistance désespérée. Finalement, Harouj s'effondre dans la mêlée. Il avait 44 ans. Alors, sa tête est détachée du tronc, portée en triomphe jusqu'à Oran, où la garnison espagnole l'accueille avec un délire de soulagement. Mais en même temps, comme si Comares et ses lieutenants s'étaient laissés éblouir et même aveugler par leur haine de Barberousse, il semble qu'ils ne sachent pas vraiment tirer avantage de la situation et ils s'en tiennent, les Espagnols, à cette espèce de victoire sur Barberousse lui-même. Ont-ils oublié qu'il reste encore en vie un dernier des 4 frères, le redoutable Khaireddin? Vous avez peut-être cru qu'avec la mort d'Harouj, c'était la fin des Barberousse. Eh bien, vous vous êtes trompé. Barberousse est mort, certes, mais j'ai envie de dire vive Barberousse, car en vérité, celui que nous, aujourd'hui, nous connaissons sous ce nom-là, il ne fait que commencer sa carrière. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Jusqu'à 14h30 sur Europe 1. Plongez au cœur de l'histoire avec Franck Ferrand.
extrait de la BO La Folie des Grandeurs, Michel Polnareff, c'était Les Barbaresques sur Europe 1, justement. Vous savez, Fatima, dans La Folie des Grandeurs, il y a ce moment où justement Yves Montand et même à la fin de Funès sont envoyés comme esclaves chez les Barbaresques. Donc on est bien dans l'esprit. Voilà, c'est le thème du jour. Exactement. Alors, à la fin de l'année 1518, le dernier survivant de la fratrie des Barberousse, Khayr ed-Din, est toujours le maître d'Alger. Et depuis Alger, il peut narguer plus que jamais cette garnison espagnole de l'île du Peñón, censée tenir la ville blanche en respect. Le dernier des Barberousse est un fin calculateur. Il connaît la puissance des Espagnols, il se sait détesté par les Kabyles de l'Est. Alors, il se dit qu'il faut trouver autre chose pour assurer son pouvoir. Et il va avoir l'idée d'envoyer une ambassade à Istanbul, vers la Sublime Porte, autrement dit la tête de l'Empire ottoman. Le sultan à l'époque, c'est encore Sélim Ier. Il vient de s'emparer de l'Égypte et Khayr ed-Din lui propose de devenir son vassal, ce qui fait que, à ce moment-là, l'Empire ottoman pourra s'étendre bien plus à l'ouest. Ça, c'est un geste très habile de la part de Barberousse. Dès 1519, le sultan de Constantinople confirme donc Khayr ed-Din Barberousse dans son titre de gouverneur général de la province ottomane d'Alger. Et pour donner du poids à ce titre, il lui adresse 2000 de ses redoutables janissaires. Les janissaires, c'est un peu la légion étrangère des sultans, et 4000 fantassins turcs, de quoi modérer les ardeurs espagnoles. En vérité, Charles Quint est soufflé par la manœuvre. Alors, sans perdre de temps, il confie à Hugo de Montcade une escadre de 40 navires emportant quelques 5000 soldats. Vous comprenez qu'un gros affrontement se prépare dans la région d'Alger. Or, cette fois, on est le 15 août 1519, le débarquement des Espagnols, je devrais dire désormais des impériaux, se fait sans encombre. Mais au moment où les troupes fraîches, si l'on peut dire, après une traversée quand même difficile, au moment où les Espagnols atteignent les hauteurs d'Alger, un terrible orage se déclare d'un seul coup, des trombes d'eau s'abattent sur les Espagnols, les submergent dans de véritables torrents de boue. Alors, on voit les Espagnols qui se replient en désordre afin de défendre leur intendance qui est attaquée entre-temps par les janissaires, et c'est le moment qu'ont choisi les fantassins turcs pour surgir sur leur flanc. Ils sont acculés sur la plage, le long du rivage, ils se font tailler en pièces, tandis que 26 de leurs vaisseaux sont pris dans de violentes bourrasques et vont finir par s'échouer. C'est un désastre, cette histoire, un désastre qui paraît surnaturel dans cette journée noire pour la couronne d'Espagne. La moitié des hommes de Montcade va périr ou finir en esclavage. Est-ce que ça veut dire pour autant que le dernier des Barberousse a sauvé son gouvernorat? Mais c'est pas si simple, parce que les Kabyles vont lui mener la vie dure encore pendant un temps. Ils le contraignent même à se replier sur le fameux port de Djidjeli, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est cette base navale qui devient dès lors, dans les années 1520, 21, 22, la plaque tournante de la piraterie barbaresque en Méditerranée. Il faut de l'argent, beaucoup d'argent au dernier Barberousse. Alors il le prend là où il le trouve, sur les navires qui croisent au large, et notamment dans ces convois espagnols qui reviennent d'Amérique chargés d'or. Vous n'empêcherez pas un Barberousse de faire jusqu'au bout ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire son métier de pirate. Néanmoins, Khayr ed-Din, avec le temps, il a réussi à prendre les Kabyles à revers par le Constantinois. Avec le temps, il rétablit sa position à Alger et il décide d'en finir avec les Espagnols du Peñón, vous savez. Il adresse un ultimatum au gouverneur. Comme l'ultimatum reste sans réponse, il attaque, il l'emporte et il va réussir à mettre en esclavage presque toute la garnison espagnole, avec laquelle, du reste, il va pouvoir construire la fameuse digue qui relie les 4 îlots devant Alger, ce qui va mettre le port à l'abri. C'est en 1533 que Barberousse, puisqu'on l'appelle ainsi désormais, c'est en 1533 que Barberousse reçoit une convocation d'urgence à Istanbul. Le sultan, le nouveau sultan Soliman le Magnifique, désire le voir. Alors Khayr ed-Din confie Alger à l'Aga Hassan, qui est son protégé. Il prend le chemin de la Turquie et c'est pour s'entendre proposer la mission de réorganiser de fond en comble toute la flotte turque. Vous voyez un peu le chemin parcouru par le fils du potier de Mytilène quand même. Désormais, Barberousse s'en vient prendre Tunis au nom de la Sublime Porte, à la tête d'une armada gigantesque, ce qui veut dire au passage qu'il détrône son ancien lieutenant Hassan. Désormais, il s'impose dans les faits comme le concurrent direct en Méditerranée de l'empereur Charles Quint. Au printemps 1535, l'empereur
déploie les grands moyens, si je puis dire. Quelques 30 000 hommes sont transportés par 600 navires de guerre espagnols. Ils viennent au secours d'Hassan, mettre le siège devant la Goulette, donc le port de Tunis. Devant l'assaut notamment des chevaliers de Malte, Barberousse se retire à Beaune, à Annaba si vous voulez, tandis que les Espagnols libèrent tous les esclaves chrétiens. Eh bien, pour se venger, Barberousse lance une expédition punitive sur les Baléares, dont il ramène quelques 6000 captifs. Ce qui se déroule, c'est bien une guerre maritime pour le contrôle de la Méditerranée avec la prise d'esclaves et de galériens comme sanction. Kheyr ed-Din rentre à Istanbul couronné de succès, auréolé de gloire. Il se voit décerner par Soliman le titre de Capudan Pacha, c'est-à-dire l'émir des mers, le grand amiral de la flotte turque. Il est devenu un dignitaire officiel, même si ses méthodes d'anciens pirates n'ont pas tellement évolué par ailleurs. En septembre 1938, la flotte turque de Barberousse se retrouve face à la flotte chrétienne de l'amiral Doria en baie d'Arta, au nord-ouest du Péloponnèse. Alors les deux flottes se jaugent, elles s'impressionnent mutuellement et puis finalement le combat n'a pas lieu. Nouvelle expédition sur Alger. C'est Charles Quint qui mène lui-même l'expédition avec Doria. Il est assisté de Cortés. On est en octobre 1541. Seulement au moment où les chrétiens sont sur le point de l'emporter, une nouvelle tempête, comme les 2 fois précédentes, vient ravager leur flotte. C'est un désastre sans précédent pour Charles Quint qui, dans l'opération, perd 8000 hommes et 150 vaisseaux. S'il avait fallu un événement pour assurer à jamais la réputation dans l'histoire de Barberousse, eh bien cet événement a eu lieu. Vous allez voir que cet homme nous réserve encore bien des surprises. Avec mon invité, avec Geneviève Chauvel, nous en parlerons aussitôt après le flash de 14h. – 14h30 sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à l'histoire des frères Barbarossa. Et cette émission est un peu difficile pour la prononciation, évidemment, parce qu'il y a des mots. Alors moi, j'ai notamment la traduction directe, enfin la transcription de l'arabe de Kheyr ed-Din. Et nous avons un auditeur turc, Humit, qui nous dit que Franck Ferrand a besoin d'une petite aide. Barbaros Hayreddin Pacha se prononce Hayrettin. Ça, c'est pour le turc, incontestablement. Nous avons une experte autour de cette table. C'est assez pratique, puisque Geneviève Chauvel, qui connaît si bien le Maghreb, le Machrek, le Moyen-Orient, Geneviève Chauvel est notre invitée. Merci beaucoup d'être ici. Merci à vous de m'avoir invité. Comment est-ce qu'on prononce ce nom difficile, ce Hayreddin ? Kheyr ed-Din. Voilà. Bon, ça c'est dans tout le Moyen-Orient, on le prononce comme ça. J'étais en Turquie aussi à Istanbul pour retrouver le mausolée qu'il avait construit pour se faire enterrer. Et c'est écrit aussi, bon, c'est Kheyr ed-Din en turc, Kheyr ed-Din, et qui en arabe veut dire le bienfait de la religion. Voilà. Alors, c'est son père qui avait voulu qu'il s'appelle. Voilà, son père l'avait voulu ceci. Et quand il était tout petit, on l'appelait Khizr. C'était le diminutif. Alors, on va revenir sur l'enfance des 4 frères Barberousse et sur l'origine, sur cette enfance turque justement. Le père qui était un janissaire tout de même, janissaire turc, qui les a élevés comme des Turcs dans la religion musulmane. Donc, ils étaient très imprégnés, si vous voulez, de cette religion qui est une culture en plus. Ce qu'il faut que nous fassions d'abord, c'est raconter ce qu'est devenu, quelle a été la fin de ce Kheyr ed-Din, parce que moi je me suis arrêté, on va dire, à son couronnement de gloire, lorsqu'il est devenu l'émir des mers, mais il a continué à mener la vie dure à Charles Quint. Alors, il faut savoir que François Ier, ça c'est une chose incroyable, a entretenu une correspondance avec lui et s'est entendu avec lui contre l'empereur, en fait. Absolument, parce que vous savez très bien que François Ier était toujours martyrisé
dirigé par Charles Quint, qui voulait lui conquérir la Bourgogne, qui l'attaquait en Picardie. C'est les deux grands ennemis du XVIe siècle. Ils se sont disputés l'Italie parce que tous les deux avaient un œil vraiment gourmand sur l'Italie. Il y avait aussi Soliman. Et il ne faut pas oublier qu'à Pavie, François Ier a été le prisonnier de Charles Quint. Il s'est retrouvé prisonnier à Madrid. En Espagne, et c'est tout de même à ce moment-là qu'il a envoyé des plénipotentiaires à la cour de Soliman déjà, Soliman le Magnifique, pour le soutenir contre Charles Quint. Car quelle était la puissance militaire qui pouvait rivaliser avec celle de Charles Quint? C'était celle du Grand Turc. Vous m'offrez donc l'occasion, Geneviève Chauvel, je le fais à chaque fois que je le peux, mais de signaler que c'est bien Louise de Savoie, la mère de François Ier, qui en fait est à l'origine de cette ambassade. Absolument, j'ai retrouvé les lettres. Oui, c'est tout à fait cela. Et alors, donc, c'est abouti, si vous voulez, cette Soliman a été a eu beaucoup de compassion pour ce roi de France qui s'est retrouvé prisonnier d'un autre roi chrétien. Donc, entre chrétiens, ils sont prisonniers. Et en plus, ce roi de France qui s'en va en laissant derrière lui en rançon, quelque part, ses deux fils. Donc ça, il a trouvé que c'était scandaleux. C'était des manières scandaleuses entre chrétiens. Et alors, donc tout de suite donne son appui à François Ier. Ils ont d'ailleurs organisé des attaques coordonnées, si vous voulez, pour conquérir l'Italie. François Ier voulait le nord, le sultan voulait le sud. Et puis, au dernier moment, vous savez, François Ier était une véritable girouette et donc changeait d'avis. Alors, l'armée de Soliman attendait dans le sud de l'Italie et puis rien ne venait. On lui apprenait que François Ier, entre-temps, était parti pour la Picardie parce que Charles Quint, pour faire diversion, attaqué par les Flandres. Bon, donc, enfin, ça a été très mouvementé. Mais il y a eu une ambassade qui a été envoyée donc à Marseille en 1543. Par Barberousse, c'est lui qui organise cet envoi d'ambassade. Voilà, parce que c'était entre-temps, donc François Ier avait quand même entendu parler de ce Barberousse qui était le roi d'Alger, et il voyait que, comme le disait Barberousse lui-même, tout le monde savait que qui tient Alger domine la mer. C'était la position stratégique, géopolitique, si vous voulez, et donc il était tout à fait, lui, qui était le maître de la mer, le corsaire invincible, je dis bien corsaire et non pirate, on expliquera tout à l'heure pourquoi la différence, eh bien, il lui envoie des coulevrines, des agents secrets qui lui fait des déchargements de coulevrines et de poudre pour attaquer Charles Quint, ce que lui ne peut pas faire directement, face à face. Donc, par Barberousse interposé, il continue à faire la guerre contre Charles Quint. Et donc, aussi, ces échanges politiques, si vous voulez, diplomatiques avec Soliman, son alliance avec Soliman, apporte à la France une position stratégique sur le plan économique. Échange économique, à l'époque, c'était important. Et nous avons signé les fameuses capitulations qui ont donné à la France une place prépondérante, car qui voulait faire le commerce avec l'Orient devait battre pavillon français. C'était sous pavillon français. Et la première ambassade étrangère qui a été installée à Constantinople, c'était l'ambassade de France. Donc, nous avons eu beaucoup des relations extrêmement... Ce qui a été tellement reproché, évidemment, à évidemment, François Charles Quint s'en est servi pour calomnier François Ier en disant il s'allie avec le diable pour faire tuer d'autres chrétiens. Pendant qu'ils étaient en escadre à Toulon, les Turcs, sous l'autorité lointaine de Barbarossa, ont fait quand même pas mal d'exactions dans la région. Ils se sont rendus odieux, il faut le dire, aux Provençaux. Hein. Attendez, non, alors c'est en 1543. Oui, en 1543, c'est là que François Ier sait qu'il a reçu des menaces de Charles Quint. Il apprend que Charles Quint, avec toute sa flotte, veut envahir la Provence parce que pour lui, c'est un boulevard extraordinaire pour relier entre-temps, Charles Quint s'est rendu maître du Milanais. Et pour relier le Milanais aux Pyrénées, rien de mieux que la Provence. Donc, François Ier, affolé, envoie une ambassade à Soliman en lui disant « Envoie-moi ta flotte avec comme chef Khaireddin Pacha ». Et donc, la flotte arrive, 180 voiles, dans le port de Toulon. Et évidemment, Khaireddin arrive pour faire la guerre. Il veut faire la guerre à Charles Quint. Il est le grand pacha et il veut une guerre rutilante, triomphante, vraiment tonitruante. Et puis, pour se couvrir de gloire, c'est sa fin, c'est sa dernière campagne. Il a 77 ans à l'époque. Ça, oui. C'est fantastique. Il débarque donc à Marseille. Ensuite,
on l'entretient de cocktails et de dîners, et finalement, ça sera la guerre contre le siège de Nice. C'est moins brillant, brillant. Oui. Il va mourir donc à 80 ans. En 1546, Khayr ed-Din, il est devenu une sorte de mythe. Et l'on dit qu'aujourd'hui encore, lorsque des bâtiments bateaux de la marine de guerre turque passent dans le Bosphore, on fait encore le salut à Barberousse, à l'émir de la mer. Oui, quand on passe devant son mausolée. Au cœur de l'histoire revient dans un instant. Franck Ferrand sur Europe 1. Franck Ferrand qui vous conte aujourd'hui la vie des frères Barbarossa avec l'invité du jour, Geneviève Chauvel, historienne et romancière. Romancière, auteur de Barberousse, le maître de la Méditerranée, c'est chez Ballan. Et alors ça tombe bien parce qu'il fait très beau là depuis, enfin aujourd'hui un peu moins, mais on a eu en tout cas un samedi extraordinaire. Ça nous fait penser bientôt aux vacances de printemps et surtout d'été. C'est un livre, je le dis, ça c'est un conseil que je donne aux auditeurs. C'est un roman de vacances extraordinaire parce qu'alors on est emporté dans les embruns méditerranéens, dans cette espèce de c'est très exotique, c'est très fort. Quand on parle de pirates, il faut bien le dire parce qu'on a eu pas mal de remarques de ce genre et on en disait un mot avec Fatima à l'instant. Quand on dit pirates, on pense tout de suite, nous évidemment, aux pirates des Caraïbes du XVIIIe siècle avec leur bandeau sur l'œil, leurs pilons, etc. Là, on parle bien de pirates, c'est-à-dire que ce sont bien des gens qui arraisonnent les navires et qui volent la marchandise et les équipages qu'ils transforment en esclaves, mais ça n'a rien à voir avec ce folklore des pirates anglo-saxons. On est dans un autre type de piratage. Alors, il faut quand même Il faut faire une différence, tout de même bien remarquer la différence entre pirate et corsaire. Le pirate, il agit pour son propre compte. Le corsaire, ce qu'ont toujours été les frères Barberousse, on a agi pour un seigneur. Vous aviez les corsaires du roi, les corsaires de Louis XIV, les corsaires de François Ier. C'était plus noble, oui. Bon, c'était État. la marine du commerce. Et finalement, quand les frères Barberousse sont installés en Tunisie, ils ont fait allégeance au sultan de Tunis, ils travaillent pour lui car il lui verse 5% du butin rapporté. Donc, autant les frères Barberousse se sont enrichis. Mais ils reprennent leur indépendance au bout d'un moment quand même. Oui, et alors après, ils sont... Vous voyez, Khayr ed-Din devient roi d'Alger et quand il a pris le Peignone, fait allégeance, il appelle le soutien de Soliman, du sultan de Turquie. Pourquoi ? Parce qu'il sait que lui tout seul, il en a fait l'expérience et son frère en est mort, seul contre les Espagnols, contre les Berbères, dans cette Berbérie un peu hostile, eh bien, il fait pas le poids. Il lui faut une puissance forte. Or, le sultan Soliman, depuis que Sélim a conquis l'Égypte, le sultan Soliman est commandeur des croyants, donc l'équivalent du pape pour les chrétiens. Il a non seulement une puissance temporelle, la puissance militaire, il a aussi la un puissance politique, il a aussi le magistère spirituel. Donc, c'est pour cela qu'il devient le vassal du sultan. Ça, on peut résumer ça, parce que, et d'ailleurs, j'aurais peut-être même dû commencer mon récit comme ça. Vous voyez, vous me donnez des idées, Geneviève Chauvel, parce que pour que tout le monde visualise bien ce dont il s'agit, on est à cette époque où l'Empire ottoman, depuis la Turquie, depuis Istanbul, est en train d'étendre son hégémonie sur tout le pourtour sud de la Méditerranée, alors que de son côté, l'empereur, c'est-à-dire l'ancien roi d'Espagne, Charles Quint, est en train, lui, d'étendre le sien sur tout le pourtour nord de la Méditerranée, avec un agent trouble-fête, si je puis dire, qui est celui qui regrette de n'être pas empereur à la place de l'empereur, c'est-à-dire le roi de France, François Ier, qui entend bien jouer son rôle dans cette histoire et qui s'allie donc avec les Turcs contre l'empereur. Voilà, dit comme ça, peut-être que c'est plus clair. C'est là que c'est intéressant. Alors évidemment, Charles Quint a calomnié François Ier, on le sait. Mais si vous voulez, c'est là que c'est important de voir la position de la Turquie, enfin de l'Empire ottoman, c'est la Turquie d'aujourd'hui, sans toutes les conquêtes. Beaucoup plus important, oui. L'Empire ottoman qui avait conquis la Syrie, l'Égypte et qui maintenant arrive au Maghreb. La Syrie, la Palestine, l'Égypte. La Tripolitaine vient après, grâce aux frères Barberousse, c'est l'Algérie, la Tunisie qu'on prend, qu'on perd, mais qu'on va reprendre plus tard, car après Khayr ed-Din, c'est son fils qui va lui succéder sur le trône d'Alger, Hassan, avec... Fils adoptif. Non, d'abord c'est Hassan Aga, le fils adoptif. Je confonds avec Hassan Aga, et c'est ça. Avant la mort de Khayr ed-Din, quand il revient en Turquie, il a 78 ans après la campagne de France, quand Hassan Aga meurt, il arrive par des tractations, des manigances et des achats d'appui, il arrive à faire nommer par le sultan son fils Hassan, qui est le fils d'une Algérienne, Aïcha Memla, fille de grande-tante, descendante du prophète, qui lui, donc est moitié turc, moitié algérien,
et qui monte sur le trône et qui va gouverner l'Algérie. Et après, par la suite, tous les autres gouverneurs d'Alger qui vont se succéder jusqu'en 1830, le fameux Dey d'Alger qui va donner le coup d'éventail, eh bien, ce sont tous des Turcs. C'est l'Empire ottoman qui installe son administration sur toute l'Afrique du Nord. On peut dire que plus tard, ça va être la Tunisie. Ensuite, la Tripolitaine va être occupée. Khayr ed-Din est un administrateur et un diplomate au moins autant qu'un corsaire. Hein, alors, c'est là qu'il est extraordinaire parce que c'est pas seulement un homme de guerre, c'est un homme qui est un autodidacte, qui parle 5 langues, qui connaît alors là tout ce qui est religieux, l'histoire de la religion, l'islam, même l'histoire de la religion chrétienne, parce que il a beaucoup d'esclaves, c'est des hommes de main, si vous voulez, qui sont autour de lui, qui sont des Espagnols, qu'il a pris, esclaves, qui sont devenus sa garde personnelle. Il parle beaucoup avec eux, il parle espagnol parfaitement. Il est aussi, on le voit quand il devient l'amiral de la flotte ottomane, eh bien tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? La flotte vient d'être démolie par les Vénitiens et Soliman lui donne carte blanche pour reconstituer cette flotte et en faire une flotte invincible. Il fait construire 200 bateaux à la fois. Incroyable. Dans la Corne d'Or. Il faut dire que la Turquie, l'Empire ottoman, une sorte d'immense chantier naval finalement. Immense chantier naval. La Turquie regorge de toutes les matières premières qu'il faut pour faire les voiles, les coques, les timons, tous les trucs. Alors donc, il faut du personnel sur toutes ces galères. Donc là, il faut des captifs. C'est pour cela qu'il y a tous les captifs qui marchent. Les captifs, c'est aussi une marchandise, c'est une monnaie d'échange qui permet de gagner beaucoup d'argent. C'est l'énergie musculaire, mais c'est l'énergie de l'époque, c'est le pétrole de l'époque en quelque sorte. Il faut faire avancer les bateaux avec des rameurs et donc on alors quand ils vont arraisonner les flottes de Charles Quint, ils libèrent tous les captifs turcs qui sont la chiourme des chrétiens et ils mettent à la place des chrétiens. Et réciproquement. Eux-mêmes, chez eux, prennent des chrétiens et bien souvent pour les grandes campagnes, Khayr ed-Din préfère mettre des Turcs aux galères qui sont en même temps des rameurs mais aussi des guerriers. Parce qu'ils sont entraînés dans cette fameuse île de Djerba, qui est devenue un camp d'entraînement extraordinaire, grâce à Harouj et ensuite Khayr ed-Din. Et donc, on voit ces types qui savent arraisonner les bateaux, et on voit ce Khayr ed-Din qui a le génie, qui fait construire ces bateaux hyper légers. Il sait qu'il faut la maniabilité, calculer la force du vent et des rames. Il a tout révolutionné. Donc, il a révolutionné l'art de la marine. Il est très rare qu'un très grand chef de guerre ait été au plus petit niveau dans son métier. Lui, c'est le cas. Il a d'abord été le petit marin. Il a connu toutes les vicissitudes d'une vie extrêmement dure. Il a fait du cabotage. Il était fils d'un artisan qui était aussi pêcheur. Enfin bref, il connaît tout ça et il finit comme émir de la mer, comme grand amiral de la flotte turque. C'est un homme d'État. Au cœur de l'histoire revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Jusqu'à 14h30, Franck Ferrand nous parle de Barberousse, le corsaire d'Alger. En compagnie de Geneviève Chauvel, grand connaisseur, dirais-je, du Moyen-Orient et auteur de Barberousse, le maître de la Méditerranée, qui est un roman, mais c'est un roman très sérieux, qui colle à l'histoire. Rien n'est inventé, vraiment. Tout est authentique. Chez Balland, et vous me disiez, Geneviève Chauvel, que le 22 mai prochain, vous allez d'ailleurs parler de Barberousse aux Algérois eux-mêmes. Oui, ils m'ont demandé de bien vouloir venir, si j'ai accepté de venir à Alger et à Constantine pour présenter Barberousse. J'ai accepté aussitôt puisque je suis pied noir d'Alger. Donc c'est vrai que vous mon avez enfance... toujours baigné dans cette culture-là. Oui. Barberousse pour vous, c'est presque un héros d'enfance? Pas un héros, c'était le loup-garou de l'enfance. Le grand méchant loup. Le grand méchant loup, exactement, dont on nous menaçait si on n'était pas sage. Si tu manges pas ta soupe, Barberousse va venir, c'est ça? Et alors, c'est aussi quand il a pris le Peñón, vous voyez qu'il a construit cette digue avec donc les pierres du Peñón. On parle des îlots qui sont en face d'Alger. Voilà, c'est ça. Et cette Peñón, c'était une tour fortifiée remplie d'une garnison d'Espagnols qui menaçait la ville continuellement. Et c'est devenu la jetée. Et moi, je suis allée, quand j'étais étudiante, me baigner sur cette jetée après les cours de la faculté de droit. Et je me demandais d'où venaient ces blocs avec des gros anneaux de fer. Et c'est en écrivant ce livre que j'ai découvert la vérité. C'était les blocs qui venaient de ce fameux Peñón et qui avaient été empilés dans la mer par les captifs chrétiens sous les ordres de Barberousse. C'est un gros travail ce livre, vous êtes allé rechercher tous les documents. Très gros travail, oui. C'est pour ça que je suis contente de retourner à Alger. Je suis pas allée depuis les années 61 et donc ça me fait plaisir parce que je vais peut-être pas reconnaître tout à fait la ville, mais en même temps je vais retrouver peut-être mon Alger, mais aussi l'Alger de Barberousse.
la Casbah, bon, il n'y a plus rien, mais on retrouve quand même l'amirauté, 2-3 petites choses. Ce qui est étonnant, c'est que Barberousse, disons-le honnêtement, est resté un peu un épouvantail pour nous, malgré ses liens avec François Ier. Il n'a pas très bonne réputation en Europe, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors que, aussi bien à Alger qu'à Istanbul, on se dispute Turquie, la paternité du personnage. Ah oui, c'est un héros, et aujourd'hui, j'ai entendu dire que, en Algérie, on dit que Barberousse était algérien. Alors, son fils, Hassan, oui, était un émir, le roi d'Alger, qui était moitié algérien, puisque sa mère était d'une grande tribu de la Mitidja, Aïcha Memla. Il a toujours sa statue, évidemment. Alors, Khaireddin a sa statue à Istanbul, juste à côté, alors sur les bords du Bosphore, c'est très facile. Après le palais de Dolmabahçe, on continue le long de la route, de boulevard, on arrive au musée de la mer, on arrive sur une place, la place des Canons, où il y a une grande statue en bronze de Khaireddin qui brandit son glaive, et un peu plus loin, dans un bosquet à 2 pas, dans un bosquet d'arbres, son mausolée, très beau, et où il dort. Et je suis allée me recueillir sur ce mausolée tout de même pour lui dire que j'ai raconté sa vie et de lui demander de m'inspirer. Donc les Turcs aujourd'hui restent très. Et cette place, proches. C'est une place couverte de canons, la place des canons. On parle de Khaireddin, et l'on oublie les 3 autres frères, et notamment Harouch, qui a quand même été le grand Barberousse de la famille, le premier. C'est le premier, parce que c'est lui le seul qui avait les cheveux rouges et la barbe rouge. Et lorsqu'il est mort, Khaireddin, lui, avait des cheveux au burn, avec quelques reflets roux. Oui, il y avait des reflets roux quand même. Oui. Et alors, il s'éteint la barbe en rouge, et il a dit, Harouch est mort, mais Barberousse est toujours vivant. Ce Harouch était un personnage aussi très brillant, en fait. Il avait la mentalité d'un guerrier, mercenaire, c'était un bulldozer. On a des portraits de lui qui ne sont pas très avec amènes, la barbe très pointue, le nez busqué. C'est vraiment le pirate, lui, le pirate corsaire, tout ça. Bon. Tandis que Khaireddin était un homme beaucoup plus civil, dirons-nous pour aujourd'hui, beaucoup plus raffiné. D'abord, il refaisait, il décorait ses palais de façon très raffinée. En plus, il avait dans son harem les plus belles femmes du monde, et dans sa vie privée, c'était un homme d'un raffinement, d'une douceur, d'une tendresse. Ces femmes l'adoraient. Vous parlez de ses amours, ça, il faut en parler un peu. Et même ses amours sont historiques, puisque j'ai retrouvé les noms de ses esclaves qui ont été ses favorites, Béatrice, Anna, Aïcha qu'il a épousée, et puis plus tard, la dernière, ça a été Maria de Gaetano, qui a 20 ans et qui l'épouse par amour. Il a 77 ans, mais il lui fait elle est fiancée à un jeune Espagnol de grande famille, vraiment extraordinaire, et un Guzman, c'est vraiment la crème de la crème, oui. Et très grande maison en Espagne. Et finalement, c'est lui qu'elle choisit. Elle est libre. C'est Khaireddin qu'elle choisit. Elle le prend, Khaireddin, et elle lui dit, je t'épouse. Mon fiancé ne m'a jamais regardé comme toi tu m'as regardé. Il ne m'a jamais parlé, ne s'est jamais intéressé à mes goûts comme toi tu l'as fait. En même temps, ils n'ont pas été mariés longtemps, eux. Oui, mais pendant les 3 années où elle a été son amant, enfin sa femme, il l'a entretenue magnifiquement à Istanbul, dans un palais où il y avait 2000 domestiques et où elle jouait de la guitare. Enfin, elle était une grande virtuose de guitare et de harpe. Elle chantait, et il lui a permis d'avoir un maître italien tous les jours. Vous vous rendez compte, la liberté, et il a fait construire une voiture spéciale pour qu'elle puisse visiter la ville sans être vue. Mais finalement, elle préférait les croisières sur le Bosphore, et c'est avec son bien-aimé Khaireddin qu'elle remontait le Bosphore en jouant de la harpe, et lui qui chantait avec elle. Alors ça, c'est le dernier grand amour du personnage, mais on suit évidemment toutes ces amours dans ce livre qui s'appelle donc Barberousse, le maître de la Méditerranée. Encore une fois, c'est de l'histoire présentée sous forme romanesque, mais ça reste bien de l'histoire. Je le dis parce que je sais qu'un certain nombre de nos auditeurs sont très attentifs à ça. Ils ont d'ailleurs entièrement raison. Je suis bien de cet avis, moi aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Barberousse demeure une référence politique? Je fais allusion à ce qu'a déclaré le colonel Kadhafi il y a quelques jours. Il n'y a pas très longtemps, justement, au début, quand il y a eu les formations de cette coalition France, Angleterre, pays arabes pour faire des frappes, pour bombarder la Libye, Kadhafi a dit, si vous m'attaquez, je ferai renaître le temps de Barberousse, et la mer sera de nouveau un champ de bataille comme au temps de Barberousse. Ce qui est intéressant,
intéressant, c'est de voir que 5 siècles plus tard... Barberousse est encore vivant. Oui, alors lui est encore vivant et les rapports géopolitiques sont relativement stables dans toute cette Méditerranée. On se rend compte qu'il y a toujours un peu quand même le nord contre le sud, que l'union pour la Méditerranée n'est pas si facile à faire finalement. Oui, et vous voyez, la Turquie n'a pas adhéré à cette coalition contre la Libye. Et vous savez, la Turquie, regardez quand il y a eu l'histoire de Gaza, la flottille turque qui a été arraisonnée, eh bien là aussi on voit les Turcs se souviennent de leur empire ottoman si étendu sur toutes les provinces, les pays arabes d'aujourd'hui, et donc ils se présentent un peu en soutien, le grand frère musulman. On sait bien que les Turcs et les Arabes se sont détestés, et ça on le voit bien dans ce livre. Les problèmes que Khaireddin a eu en Algérie, les Arabes détestent les Turcs, et surtout les janissaires, et malgré tout, aujourd'hui, les Turcs sont quand même un modèle de république laïque, et tout en étant un pays musulman. Bon, les Turcs sont pas du tout arabes, c'est une autre race, mais en même temps, ils sont un soutien, c'est le grand frère musulman, le frère qui a une puissance économique. Une forme de référence et de pivot que nous avons parfois tendance dans nos analyses à oublier. Merci infiniment Geneviève Chauvel. Barberousse, le maître de la Méditerranée, s'est édité chez Balland. Un grand merci à toute l'équipe.